Bonjour à toutes et à tous. Cet exposé concernant la réhabilitation du patient post-Covid se propose d'apporter une approche pragmatique à la date du 4 avril 2020, ce qui est important, puisque la majorité des patients, tout du moins en France, sont encore dans les réanimations. Et d'autre part, les premières publications chinoises sont en cours de parution. Ces patients Covid, nous envisagerons essentiellement ceux relevant du phénotype 4, c'est-à-dire les tableaux pré-SDRA, ainsi que les phénotypes 5, les syndromes de détresse respiratoire aiguë confirmés, typiques des hommes entre 35 et 70 ans, qui arrivent en réanimation avec des valeurs de PO2 extrêmement basses, de l'ordre à 35-40 mm de mercure. Ces patients vont être intubés, ventilés, sédatés, avec l'hypermétabolisme classique, et éventuellement toutes les complications de la réanimation, comme les problèmes d'insuffisance rénale ou les problèmes de thrombose vasculaire qui ont l'air d'être majorés dans ce cas. Le tout avec une durée moyenne de séjour en réanimation beaucoup plus importante que le commun des patients que nous avions jadis, puisqu'il est de l'ordre de 20 à 22 jours. Et donc, à la sortie du patient de ce service de réanimation, nous allons avoir 4 types de problèmes. Une atteinte respiratoire, nous allons la décrire dans le visuel suivant. Une atteinte périphérique, puisque l'on note une fonte musculaire classique dans les réanimations, mais qui semblerait pour certains cas majorée. Une atteinte neurologique qui est là aussi tout à fait classique des séjours en réanimation qui durent très longtemps. Et puis une atteinte psychologique décrite. Nous avons des gens qui décrivent des stress post-traumatiques qu'il faudra suivre. Alors, petit focus concernant la pathologie respiratoire. Nous connaissons les séquelles d'exacerbation de BPCO sévère stade 4, les insuffisances respiratoires type obstructif. Nous connaissons les patients qui sortent d'un traitement lourd de cancer. Et puis nous connaissons, même si la littérature est infiniment moins abondante, les séquelles de fibrose pulmonaire, ce qu'on appelle les PID, pneumopathie interstitielle diffuse, qui certainement s'apparentent le plus à ce qui risque d'être les séquelles respiratoires du Covid, mises en évidence sur ce montage en réalité virtuelle proposé par le Dr Mortman du George Washington University Hospital. Ce qui est important dans les recommandations chinoises qui ont été publiées et traduites en français dans Piriform, la réhabilitation respiratoire précoce n'est pas recommandée dans les cas sévères, mais peut être mise en place progressivement chez les patients stables. Elle a pour but d'améliorer la dyspnée, qui est un élément majeur, l'anxiété et la dépression, de réduire les complications et de conserver et améliorer la fonction et la qualité de vie. Alors, les prérequis dans cette réhabilitation du patient, classiquement en réhabilitation respiratoire, le test à l'effort est un élément incontournable. Mais je citerai Jean-Marie Grosbois dans la liste alvéole, c'était il y a 3 jours. Le problème est d'abord de remettre sur pied les plus graves, et dans ce cas, le FX, c'est-à-dire ce test à l'effort, n'a aucun intérêt. Et éventuellement, il faudra améliorer les moins sévères pour qu'ils rentrent à domicile assez rapidement pour libérer des places, sans attendre les résultats habituels en termes de capacité physique, donc de réentraînement à l'effort sous maximal. Et cela va induire l'évaluation et la place de la kinésithérapie dans cette évaluation qui, dans un premier temps, va essayer d'évaluer la dyspnée dans son approche multidimensionnelle. L'impact, c'est
jadis la cotation de Sadoul, qui est maintenant le MMRC, avec donc cette cotation de 0 à 5. Éventuellement, la possibilité d'utiliser les questionnaires de qualité de vie. La dimension sensorielle, et c'est essentiellement l'échelle de Borg, avec cette cotation de 0 à 10 qui est induite par des expressions très caractéristiques. Et enfin, la dimension affective, avec une échelle visuelle analogique. Je remercie Bertrand Céleron et Romain Pichon de ce visuel qu'ils avaient présenté lors du CPLF 2018. Et ils avaient repris l'approche de Marc Beaumont qu'il avait publié en 2017. Deuxième élément essentiel, c'est le test de 6 minutes avec des valeurs qui semblent extrêmement basses, mettant en évidence la fatigabilité importante du patient et des désaturations très importantes. Souvent d'ailleurs, le test de 6 minutes sera impossible à faire et il faudra répondre à des questions basiques. Est-ce que le patient peut se lever? Est-ce que le patient peut marcher dans sa chambre? Est-ce qu'éventuellement il peut monter quelques marches? C'est d'ailleurs un critère éventuellement pour aller en SSR ou pour aller le plus rapidement possible à domicile. Pourquoi ce test de 6 minutes est important? Parce que les spécialistes du syndrome interstitiel diffus, à savoir Anne Holland, qui a 2-3 publications sur ce sujet, avaient montré dans un article de 2012 que c'était d'abord les valeurs de ce test de 6 minutes qui étaient impactées par la réhabilitation respiratoire, mais Ferreira, dans une publication de Chest en 2009, avait montré que cette évolution était extrêmement hétérogène, comme le montre la figure de droite. Autre importance du test de 6 minutes, c'est que en général, les 3 dernières minutes vont mettre en évidence une fréquence cardiaque à peu près stable, une sorte de plateau. Cette fréquence cardiaque cible est en fait caractérisée par cette fréquence de plateau. Alors, les puristes me diront que c'est une manière insuffisante de calculer la fréquence cardiaque cible, mais vu l'afflux des patients, pour info, à la minute où je cause, il y a 6600 patients hospitalisés en réanimation, il faudra faire du pragmatique. Autre élément à faire de manière importante, c'est l'évaluation de l'atteinte périphérique et entre autres la mesure de la force du quadriceps. Allez, encore. Là aussi, pas forcément suivre les recours avec l'utilisation d'un dynamomètre à coût important. Nous recommandons, et c'est l'intérêt de ce visuel, l'utilisation d'un peson relativement basique et peu onéreux qui permet de mettre en évidence la diminution de force que les auteurs canadiens avaient mis en évidence à la fin des années 90 avec ces coupes de scanner. Autre évaluation qui peut mettre cette déficience à travers la notion de limitation d'activité, c'est le test de levée de chaise. Point que Romain Pichon, et c'est la raison pour laquelle je me suis permis de reprendre son visuel, suite aux publications qu'il avait fait, entre autres dans Kinésithérapie, la revue, nous connaissons ces problèmes d'équilibre dans les patients présentant des BPCO. Il semble que les patients ayant un Covid aient également un problème d'équilibre, et c'est toute l'importance du TUG qui va permettre de cibler plus ou moins la rééducation par rapport à cette notion d'équilibre. Enfin, il est important d'évaluer l'anxiété-dépression. Plusieurs possibilités, mais nous suivrons les recommandations de l'HAS avec l'échelle HAD, qui est simple, qui est validée et qui est rapide de passation. Dernier point, en complémentarité avec l'équipe pluridisciplinaire, puisque la caractéristique du SSR, c'est d'amener plusieurs compétences, et entre autres l'évaluation de la dénutrition. L'IMC est facilement déterminable, mais ne renseigne pas précisément sur la composition corporelle, et c'est tout l'intérêt
de réaliser quasi systématiquement une impédance-métrie pour mettre en évidence, entre autres, la fonte de la masse maigre qui a l'air d'être également courante dans ces types de problèmes. Alors, pour réaliser cette réhabilitation, et plus spécifiquement par rapport à la cible respiratoire, il est essentiel d'avoir un cycloergomètre avec comme caractéristique une puissance minimum de 25 watts. Un saturomètre est également extrêmement important puisque va mettre en évidence l'éventuelle désaturation. Pas forcément avoir un saturomètre haut de gamme, mais un saturomètre basique permet de remplir la fonction. Et puis, pour éventuellement traiter des limitations de force musculaire, l'importance d'utiliser un Twisted IMT pour Inspiratory Muscle Training. Et puis, de manière à être très concret, possibilité de trouver des kinésithérapeutes pour faire le relais qui connaissent la réhabilitation respiratoire. Plusieurs possibilités. La première, c'est d'aller sur la liste alvéole avec la carte de réhabilitation respiratoire. Mais les réseaux locaux, en Lorraine, nous avons le réseau des insuffisants respiratoires, a également une liste de thérapeutes qui sont capables de réaliser cela. Je profite d'ailleurs de ce visuel pour dire que vraisemblablement il va falloir créer des mesures temporaires, comme par exemple la réalisation d'un Prado Covid qui permettrait d'optimiser la prise en charge en secteur ambulatoire. Les principes de la réhabilitation du patient post-Covid semblent être d'utiliser la puissance correspondant à la fréquence cardiaque cible, qui présente beaucoup d'avantages, comme celui de travailler sous maximal, donc d'avoir peu d'effets secondaires, et puis d'être relativement facilement réalisable. Le but, c'est donc de connaître la fréquence cardiaque cible, que l'on peut calculer entre autres lors du test de 6 minutes, et à partir de là, on va réaliser pendant 5 minutes une sorte d'échauffement à 70 minutes de cette puissance correspondant à la fréquence cardiaque cible, puis travailler 10 minutes à 100% de la fréquence cardiaque cible. Dans l'idéal absolu, on va faire une première séquence, puis une deuxième séquence, puis une troisième séquence. Il faut donc tendre vers un réentraînement qui durera 50 minutes, mais qui est évidemment totalement impossible dans un premier temps et qui va donc relever d'une progression. Ce protocole, qui est utilisé par le RIR, entre autres, avait été développé par l'équipe Préfo au milieu des années 90. Alors un des problèmes que l'on semble rencontrer chez ces patients et qui est couramment rencontré chez les restrictifs dans les PID, c'est la présence de dyspnée et c'est tout l'intérêt du test, du réentraînement type créneau, encore appelé SFIT par les anglo-saxons, qui avait été développé par Gimenez à la fin des années 70. Cet entraînement par intervalle permet de mieux lutter contre la dyspnée. À partir de là, bien évidemment, les protocoles pourront s'affiner afin d'optimiser les résultats, mais il faudra surtout s'adapter à la fatigabilité du patient. Il semblerait qu'elle soit considérablement majorée par rapport à la pratique que l'on a des patients présentant une BPCO, avec des variations extrêmement importantes d'un jour à l'autre. Cette fatigabilité se matérialise par exemple par des choses toutes bêtes, comme par exemple des patients qui sont totalement incapables de lire ou qui sont totalement incapables de se raser, pour vous donner une idée très précise de la fatigabilité de ces patients. Alors en principe, cette réhabilitation, alors dans l'idéal absolu et sous réserve bien évidemment de règles d'hygiène, l'idéal étant de faire des séances en collective. Est-ce faisable ? Très concrètement, il va falloir associer à cette rééducation spécifique des exercices basiques. Alors nous avons donné quelques exemples, mais bien évidemment la variété d'exercices est très importante. Le patient va donc
Par exemple, travailler le quadriceps en chaîne ouverte ou en chaîne fermée, tout dépendra de la progression. En chaîne fermée, bien évidemment, on sera plutôt en fin de progression, puisqu'au départ, ça paraît quasiment impossible à réaliser. Ne pas oublier les membres supérieurs, mais on va revoir ça plus en détail dans le renforcement musculaire. Et au préalable de ces exercices, il est possible de réaliser un traitement excitomoteur. Dans l'idéal absolu, il faudrait d'ailleurs démarrer ce travail excitomoteur en réanimation avec des fréquences inférieures à 50 Hz et une largeur d'impulsion qui varie entre 300 et 400 microsecondes. Je reprends le visuel de la publication de Nathalie Humans dans Kinésithérapie la revue, qui a mis en évidence d'ailleurs une amélioration de la force, mais surtout du périmètre de marche. Et voyez, on revient sur l'intérêt du test de 6 minutes. D'autres publications anglo-saxonnes avec Seymour qui avait mis en évidence l'efficacité de ce traitement excitomoteur sur la dyspnée, et puis la publication de Truster qui avait mis en évidence la répercussion sur la qualité de vie de ce traitement. Alors le renforcement des muscles périphériques, pour reprendre la publication de Bertrand Céleron dans Kinésithérapie la revue en septembre 2011, repose sur un renforcement musculaire basé sur 3 séances par semaine de 12 contractions, qui va faire travailler également la pliométrie, mais aussi la proprioception en phase avec les problèmes d'équilibre que nous avons décrits tout à l'heure. Le bénéfice essentiel, c'est l'amélioration des transferts assis debout, d'où l'intérêt de la réalisation du test du lever de chaise que nous avons vu tout à l'heure. Bien évidemment, il ne faut pas cibler uniquement sur le quadriceps, mais ne pas oublier le moyen fessier, le triceps sural et les membres supérieurs avec le travail des deltoïdes, des rotateurs latéraux, des fixateurs, de la scapula en suivant les recommandations de l'American Thoracic Society et de l'European Respiratory Society. Alors en pratique, le protocole, le voici. Voilà une échelle. Donc 0 c'est nul et 10 c'est maximal. Quelle note vous mettriez pour coter votre essoufflement? Maintenant, L'échelle de dyspnée, Léger. il semblerait préférable d'utiliser du Borg avec une parfaite traçabilité des indicateurs. Les puissances seront extrêmement basses. Rappelez-vous tout à l'heure l'intérêt d'un cycloergomètre dont la puissance de base est de 25 watts. Et vous voyez, pour prendre un exemple d'une fréquence cardiaque cible de 89 cycles minutes, donc très basse, on va donc travailler à 70% de cette puissance. L'intérêt, bien évidemment, du chronomètre. Avec un pédalage dans l'idéal à 60 tours minute. Quelle note maintenant? Après les 5 minutes 3, modéré. On reprend Allez, on augmente. toutes les 5 minutes cette dyspnée. Et bien évidemment le suivi de la saturation, puisque ce sont des patients qui désaturent de manière importante. Et on va continuer progressivement cette rééducation pour aller dans l'idéal absolu à donc 100% de la fréquence cardiaque cible pendant 10 minutes. Vous voyez que par exemple dans ce cas, la puissance est 30 watts pour une fréquence cardiaque cible. Et donc le temps que le patient peut, dans l'idéal, 45 à 50 minutes. Alors bien évidemment, il ne faut pas oublier toute la prise en charge de gymnastique et entre autres essayer d'optimiser tout ce qui est exercice d'équilibre, puisque je vous rappelle les problèmes potentiels d'équilibre qui seront plus ou moins importants. Travail sur ballon de Klein-Fogelbach, entre autres, adapté bien évidemment en fonction du patient. Et puis, un petit cliché concernant le renforcement des muscles inspirateurs. Si le patient a une pression inspiratoire maximale inférieure à 60 cm d'eau, pour suivre les recos
qui avait suivi la publication de la méta-analyse de Gosling en 2011, il sera important d'utiliser une résistance inspiratoire qui variera entre 20 à 50% de la PI max mesurée, c'est-à-dire des résistances de l'ordre de 20 à 40 cm d'eau. Bien évidemment, l'importance de l'éducation thérapeutique que nous ne décrirons pas en détail, renvoyant les gens à ce chapitre devenu tout à fait classique. Et puis un point qui nous paraît extrêmement important, c'est qu'à la sortie de ces patients, je dirais, de la prise en charge qui peut être d'abord SSR puis libérale, il faudra essayer de maintenir les acquis, entre autres, en maintenant l'activité physique et en essayant de veiller sur les éventuelles complications respiratoires induites par la présence du Covid. Je vous remercie de votre attention.